Bonjour. Après avoir étudié le concept d'État militaro-fiscal qui avait été formulé par l'historien anglais John Brewer, nous allons étudier maintenant le concept d'État éco-militaire. Alors, pourquoi formuler ce concept d'État éco-militaire par rapport à celui d'État militaro-fiscal? Eh bien, c'est parce que l'État militaro-fiscal, c'est un concept qui se concentre beaucoup et même presque exclusivement, comme on l'a vu, sur le phénomène fiscal. Or, comme nous allons le voir aujourd'hui, il n'y a pas que l'impôt qui est un phénomène déterminant dans la construction de l'État pour surmonter les problématiques de la guerre. Il y a d'autres dimensions. Il y a notamment la dimension du crédit et aussi la dimension de l'entreprise militaire, c'est-à-dire l'investissement économique dans la conduite de la guerre, mais aussi bien sûr, dans la production de matériel pour mener la guerre. Bon, les armes, les munitions, mais aussi, par exemple, les uniformes. Donc, le phénomène économique et son influence dans la construction de l'État, eh bien, c'est un phénomène qui est global, qui n'est pas seulement fiscal. C'est ce que nous allons voir. Alors, nous allons commencer par étudier, là, comme vous le voyez sur l'annonce de ce plan, d'abord le rapport entre l'impôt et le crédit. Nous allons voir que l'impôt et le crédit, c'est pas seulement deux dynamiques qui s'opposent, mais qui ont aussi une tendance à se fusionner. Bon, comme nous le verrons, pour que l'État puisse rembourser des crédits, il est obligé de créer des impôts, de remporter des revenus procurés par les impôts. Mais par ailleurs, nous le verrons ensuite, il y a la dimension de l'entreprise militaire. Et enfin, nous verrons comment la guerre alimente une problématique globale de l'économie nationale. Alors, commençons par le rapport entre l'impôt et le crédit. Alors, euh, cette tension entre l'impôt et le crédit, elle a été formulée dans l'historiographie par une opposition entre deux historiens. Alors, John Brewer, qu'on avait étudié, qui a formulé le concept d'État militaro-fiscal, eh bien, il s'est opposé à un autre historien anglais, Peter Dixon, qui lui avait montré que c'est au contraire de l'impôt le crédit qui avait joué un rôle déterminant dans la construction de l'État anglais, puis ensuite britannique, et aussi même dans la construction du phénomène politique. Alors, il n'y a pas que l'Angleterre qui pose cette question, parce que, alors, même si on se met d'accord avec John Brewer et qu'on considère que c'est l'impôt qui joue un rôle déterminant dans la construction de l'État par rapport à la guerre, bon, éventuellement, ça peut s'appliquer, comme l'a montré John Brewer, à la Grande-Bretagne au XVIIIe siècle, mais pour les autres États européens, c'est vrai que la dimension fiscale ne joue pas un rôle aussi déterminant. Alors, c'est un rôle important qu'on ne peut pas nier, mais qui n'est pas exclusif. Donc, c'est pour ça que j'ai élaboré le concept d'État éco-militaire qu'il faut concevoir comme un art combinatoire. Qu'est-ce que c'est que l'État éco-militaire? Eh bien, ce n'est pas seulement l'opposition entre l'impôt et le crédit, mais c'est la combinaison entre l'impôt, le crédit et l'entreprise. Alors, commençons donc par étudier la tension quand même. L'impôt et le crédit, c'est évidemment pas la même chose. C'est ce que nous allons voir. Quels sont les enjeux soulevés par l'impôt et le crédit, pourquoi certains États se concentrent sur l'impôt et pourquoi d'autres se concentrent sur le crédit. Alors,
Prenons le cas anglais. Là, ce que vous voyez, c'est un bilan. En millions, c'est une formulation, hein, en millions de livres, c'est un bilan du rapport entre l'impôt et les dépenses de la guerre. Là, comme vous le voyez, globalement, les revenus tirés de l'impôt, c'est quand même eux principalement qui permettent de surmonter les dépenses de la guerre. Alors, toutefois, hein, il n'y a pas que la guerre comme dépense, mais comme on l'avait vu la dernière fois, c'est quand même hein, le budget militaire, c'est quand même celui qui est le plus important. Alors, pas seulement dans l'État britannique, mais dans toute l'Europe. On avait vu, hein, je vous le rappelle, que pendant les temps de guerre, dans la quasi-totalité des États européens, eh bien, le budget militaire, ça représente entre 75 et 90% du budget de l'État. Donc, vous le voyez, hein, la question des dépenses de la guerre, c'est quelque chose de très important. Alors, là, comme vous le voyez, dans les principales, la période des guerres menées par la Grande-Bretagne au XVIIIe siècle, eh bien, l'impôt, ça permet de surmonter, bon, à peu près 60-70%. Là, vous le voyez, il y a des petites variations. Donc, quand même, c'est le revenu fiscal qui est la principale source de revenus. Et c'est d'ailleurs ça qui avait alimenté l'argument de John Brewer pour dire que l'impôt était plus important que le crédit. Alors, malgré tout, il n'y a pas que la Grande-Bretagne qui pose ces questions. Et pourquoi la Grande-Bretagne, on l'a vu, s'est engagée dans l'impôt? Eh bien, parce que, comme on l'avait vu, la construction d'un système financier de l'État sur l'impôt, ça s'appuyait sur le rôle du Parlement, c'est-à-dire donc encadrer, alors presque constitutionnellement, il n'y a pas vraiment une constitution en Grande-Bretagne, mais il y a des lois qui ont une valeur constitutionnelle, eh bien encadrer constitutionnellement le pouvoir du Parlement, eh bien, c'est alimenté par par les impôts qui sont rendus nécessaires par la guerre. Alors, il y a un autre enjeu qui a été souligné, par exemple, par Mirabeau, donc hein, le célèbre Français là, qui a joué un rôle important au début de la Révolution française. Mais Mirabeau, en 1788, il avait publié cet ouvrage d'études sur la monarchie prussienne. Et voilà ce qu'il écrit. Frédéric II, donc le roi de Prusse, notamment donc, pendant la guerre de 7 ans, avait besoin d'un revenu immense pour soutenir la colosse de sa puissance factice. Alors, ce qu'il appelle sa puissance factice, c'est-à-dire sa volonté de faire la guerre et son engagement très fort dans la guerre, ces peuples furent chargés d'impôts directs et indirects. Il voulut ménager sa noblesse, et c'est dans cet objet que, resserrant les impôts directs dans des bornes assez justes, il eut, sous tant de formes, recours aux impôts indirects. Alors, là, ce qui est très intéressant dans ce constat, c'est que Mirabeau donc, soulève les problématiques politiques de l'impôt. C'est que l'impôt, au-delà de la Grande-Bretagne, hein, systématiquement, l'impôt, ça pose des problèmes politiques. Parce que pour créer un impôt, alors déjà, ça crée une pression sur la population qui va le payer, mais surtout, le problème politique, c'est définir la population qui va payer cet impôt. Et donc, le régime de privilèges, par exemple, alors ça existe
de la noblesse. Ça existe en France, ça existe en Prusse. Alors, justement, il y a une tendance qui a existé en France aussi, ça a été une tendance à dépasser le privilège de la noblesse. C'était ce qui avait, en 1695, alimenté la création de l'impôt de la capitation par Louis XIV. Cet impôt, alors qu'il n'était pas très, très puissant, hein, très fort, mais il ne privilégiait pas la noblesse. Or, le fait de ne pas privilégier la noblesse, eh bien, ça peut créer une tension politique. Ça peut provoquer le rejet de la monarchie par la noblesse, ça peut créer des insurrections, ça peut créer des révoltes nobiliaires. Il y en avait eu en France, hein, notamment au XVIIe siècle. Alors, pas sous le règne de Louis XIV, mais quand même, Louis XIV, il a vécu quand il était jeune, pendant la Fronde. Donc, il y a une crainte quand même, hein, de la part d'un monarque, d'alimenter le rejet de la noblesse, hein, qui joue la noblesse, hein, dans la quasi-totalité des États, elle joue un rôle structurant dans l'État. Donc, créer des impôts qui aboliraient le privilège de la noblesse, ça pourrait créer des tensions politiques. C'est pour ça, par exemple, que Frédéric II, eh bien, lui, il s'est concentré sur des impôts indirects. Alors, les impôts indirects, ils ont moins d'impact politique parce qu'un impôt direct, eh bien, ça oblige celui qui est soumis à cet impôt à prendre conscience de l'impôt et puis, bon, à de verser la somme qu'il doit prélever sur ses revenus, alors que l'impôt direct, on n'en a pas forcément la conscience. Ça veut dire que quand on achète un produit, eh bien, il y a une partie du prix de ce produit qui est alimentée par l'impôt, mais on n'en a pas forcément conscience. Donc, les impôts indirects, ils ont moins d'effets politiques. C'est la raison pour laquelle un certain nombre de monarques se concentrent plutôt sur les impôts indirects, là, comme le dit Mirabeau, à propos de la monarchie prussienne. Alors, ce que nous allons voir maintenant, c'est que, alors, l'impôt provoque des conséquences politiques. Alors, des conséquences qui sont variables selon l'impôt direct ou indirect, alors que le crédit, lui, il a une dimension qui apparaît a priori moins politique. Quand le roi, quand la monarchie emprunte de l'argent, ça provoque moins d'effets politiques immédiats. Alors, on va le voir tout à l'heure dans la troisième sous-partie, il y a quand même un effet politique du crédit, mais c'est un effet politique indirect. Alors que, bon, voilà, pour résumer, l'impôt produit des effets politiques directs et le crédit produit des effets politiques indirects. Alors, toutefois, ce que nous allons voir maintenant, c'est qu'il y a quand même aussi une combinaison entre les deux. Alors, cette combinaison entre les deux, elle a été évoquée à plusieurs reprises, notamment en France. Alors, lorsque, sous le règne de Louis XV, il y a eu la création d'un impôt qui a connu trois versions. Hein. Cet impôt s'appelle le 20e. Alors, il y a eu le premier 20e, le deuxième 20e et le troisième 20e. Alors, cet impôt, le premier 20e, il avait été créé en 1748. Pourquoi cet impôt avait été créé en 1748 ? Eh bien, il avait été créé pour rembourser les crédits qui avaient été créés par Louis XV pendant la guerre de succession d'Autriche. Et donc là, ça a été un phénomène inédit parce que auparavant, quand il y avait des nouveaux impôts qui étaient créés, c'était pendant la guerre.
C'était pour soutenir les finances de la monarchie. Mais là, c'est la première fois qu'un impôt est créé après la guerre pour rembourser des crédits. Alors là, en 1756, là c'est au début de la guerre de 7 ans, là l'impôt il est recréé parce qu'il avait été supprimé, il est relancé. Alors, et là, pour entrer dans la guerre, et là, c'est ce que suggère très bien la remontrance du Parlement de Paris, qui s'oppose à cette recréation du XXe. Alors, d'abord, il se réfère à un cas. Il dit la capitation, c'est-à-dire l'impôt qui avait été créé par Louis XIV en 1695, la capitation, impôt de servitude qu'on a pu établir dans une extrême nécessité, mais dont la gloire de nos rois exigera tôt ou tard l'anéantissement. Donc, ça veut donc dire qu'il dit, en gros, le Parlement de Toulouse, eh bien, lorsque un impôt est créé pendant la guerre, il doit être supprimé à la fin de la guerre. Alors, par ailleurs, la remontrance du Parlement de Toulouse exprime cette idée. Croirons-nous, sire, que les dettes de l'État n'aient pu être acquittées par le produit énorme du XXe depuis la paix? Non, cette imposition qui, semblable aux incendies, dévore tout dans ses progrès et qu'on a déjà porté au taux du Xe, soutenue d'économies nobles dont les grands rois se font honneur, écarte aujourd'hui de vous et de vos peuples la nécessité de nouveaux secours. Donc là, le Parlement établit le constat que l'impôt du XXe, qui avait même été augmenté, qui avait été porté au niveau du dixième, hein, c'est-à-dire donc l'impôt du XXe c'est 20% et là, le dixième c'est 10%, c'est-à-dire, pardon, qui n'a pas été augmenté, mais qui a été diminué, eh bien, là, le Parlement de Toulouse dit que cet impôt qui avait été créé pour rembourser la dette en 1748, eh bien, il n'a plus besoin d'être à nouveau créé, puisque la guerre ne fait que commencer. Et donc là, l'État, il n'est pas censé être à nouveau endetté. Et puis, par ailleurs, les besoins financiers ne sont pas encore manifestés. Donc voilà, le deuxième XXe, eh bien, bon, il n'a pas de légitimité et notamment même ce que rejette le Parlement, c'est son articulation avec la problématique du crédit. Là, il dit normalement, le crédit, il est censé avoir été remboursé et donc maintenant, cet impôt, eh bien, il n'est pas légitime. Alors, par ailleurs, il y a une autre remontrance d'un autre Parlement à ce moment-là. Le Parlement de Bretagne fait une remontrance. Les dettes qui servaient de motif pour perpétuer le premier XXe sont-elles d'ailleurs aussi pressantes que le soulagement de mille et mille de vos sujets qui succombent sous le poids des impôts et périssent dans une affreuse indigence? Alors là, ce que dit le Parlement, c'est que donc les dettes qui ont alimenté le premier impôt du XXe, eh bien, est-ce qu'elles doivent quand même être remboursées en créant une pression fiscale sur tous les citoyens, sur tous les sujets du roi, enfin bon, sur tous les sujets, sauf ceux qui ont des privilèges. Donc, en gros, ce que suggère le Parlement, c'est que, bon, prolonger une dette par des impôts, eh bien, c'est
c'est créer une pression sur l'ensemble de la population. Donc, vous le voyez, hein, il y a un lien entre l'impôt et la dette. Alors, toutefois, donc là, c'est ce qu'on va voir pour le cas français. Donc, le rapport entre l'impôt et la dette, on vient de le voir, hein, la dette, elle peut provoquer la création d'impôts. Il y a une autre dimension là en France. C'est que en France, il y a un système qu'on appelle, alors qui a été formulé par l'historien français Daniel Dessert, qui a défini le système financier français et le système fiscal comme un système fisco-financier. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que le système fisco-financier? C'est que en France, eh bien, contrairement à la Grande-Bretagne, il n'y a pas une très intense étatisation de l'impôt. L'impôt, il s'appuie beaucoup sur la contribution d'acteurs privés. C'est ce qu'on appelle hein, le système de la ferme, c'est-à-dire, et notamment l'institution de la ferme générale. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire donc que lorsque le roi, ça n'est pas le roi d'ailleurs, ce n'est pas la monarchie, ce n'est pas l'État monarchique qui prélève les impôts, ce sont des financiers qui accordent, lorsque le roi donc récolte un impôt, c'est pas lui qui le prélève physiquement auprès des contribuables, c'est donc un groupe de financiers qui verse à l'État donc le produit de l'impôt, et ensuite c'est ce groupe de financiers qui va récolter l'impôt auprès des contribuables. Donc il y a un investissement d'acteurs privés dans le système fiscal. Alors, ces groupes, alors ceux qui, donc ça veut dire que alors, on parle de ferme, et donc le rapport entre ces groupes et l'État, c'est un rapport contractuel. Il passe il passe un contrat avec l'État qui a la valeur d'un bail. Alors, ceux qui signent le contrat, on les appelle les traitants, et donc qui signent un contrat avec l'État, et ensuite, eux, ils créent un régime de regroupement de contributeurs qui vont verser de l'argent qu'on appelle les partisans. Donc ça, c'est un groupe financier. Hein. Donc le système des traitants et des partisans. Les traitants, c'est ceux qui signent le contrat. Les partisans, c'est ceux qui contribuent à ce groupement financier. Alors, donc, les traitants, eh bien, pour verser le montant des impôts, eh bien, ils s'appuient sur un système financier. Et on peut considérer les traitants comme des banquiers. Donc, vous le voyez, le système fiscal français, il s'appuie sur la dimension financière. Donc, il y a des engagements du système financier, du système banquier. Et justement, ce système financier, il s'appuie aussi sur un, un régime du crédit et d'investissement. Alors, il y a une autre dimension qui est très importante dans l'État français, c'est qu'il y a le régime de la vénalité des offices. Alors, la vénalité des offices, hein, c'est que toute forme de service public en France, bon, ceux qui servent l'État, ce ne sont pas des fonctionnaires, ce ne sont pas des salariés d'État, ce sont des officiers qui ont acheté leur office. Et bien là, comme le dit Condillac dans cet ouvrage sur, où il évoque la vénalité des offices, il dit l'office est proprement un emprunt dont il, c'est-à-dire le roi,
paye l'intérêt sous le nom des gages. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque le roi vend un office, eh bien, ça veut dire qu'il reçoit de l'argent de la part de celui qui achète l'office, mais après, la monarchie devra payer à l'officier des gages, c'est-à-dire, bon, alors non pas vraiment un salaire, mais enfin, bon, à peu près l'équivalent, hein, tous les ans. Euh, un officier, il perçoit les gages. Bon, qu'on peut, appelons ça entre guillemets, hein, un salaire, c'est pas vraiment un salaire, institutionnellement, ça n'a pas la valeur d'un salaire, mais bon, en gros, ça produit le même effet. Bon, c'est les ressources, hein, qu'il tire de son activité. Eh bien, c'est l'équivalent finalement d'un crédit. Le roi, il reçoit la somme qui est versée par l'officier qui achète un office, et après, eh bien, alors c'est un crédit éternel, hein, puisque la monarchie verse des gages pendant toute la vie de l'officier, et d'ailleurs pendant toute l'existence de l'office, parce qu'après, il y a ceux qui succèdent à l'officier, ça peut éventuellement être ses enfants ou des membres de sa famille, qui eux aussi bénéficieront des gages. Donc, alors, cela dit, l'officier, lui aussi, il doit payer un impôt, hein, qui est une taxe, hein, qui représente 1/60 de la valeur de son office, mais enfin, bon, malgré tout, c'est moins cher que les gages qu'il reçoit. Donc, ça veut donc dire, comme vous le voyez, que finalement, l'État français s'appuie beaucoup sur un système qui a une valeur de crédit. Hein. Donc, voyez, le système fisco-financier et le fondement de l'État sur le système de crédit alimenté par les offices, eh bien, vous voyez, ça alimente la fusion entre l'impôt et le crédit. Et d'ailleurs, j'évoquais tout à l'heure les traitants et les partisans, c'est-à-dire qui sont les individus qui signent des contrats fiscaux avec l'État pour verser à l'État le montant des impôts. Eh bien, ce sont souvent des officiers. Hein, ce sont souvent des officiers, mais alors qu'ils font ça, non pas en tant que statut d'officier, mais en tant que financier privé, qui engage des intérêts privés. Donc là, vous voyez, le système français n'est pas exclusivement fiscal, hein, il mobilise l'articulation entre l'impôt et le crédit. Alors, maintenant, nous allons voir l'impôt et le crédit se combinent, parce qu'il n'y a pas qu'en France qu'il y a un régime de vénalité des offices, et il n'y a pas qu'en France qu'il y a une combinaison entre l'office et l'impôt. Alors, là, par exemple, prenons le cas, revenons sur le cas de la Grande-Bretagne, voyez ça, ce qui a été donc publié en 1753, c'est un traité sur, alors comme vous le voyez, sur les conséquences de la dette publique. Voilà ce que dit cet auteur. Il dit: la dette publique a produit une différence d'intérêt dans ce pays que nous avons récemment subie et à laquelle, si nous n'y remédions, n'aura pas de fin. Les actionnaires ont intérêt à faire participer le pays à la guerre car ils en profitent. Il est dans l'intérêt des fermiers et des marchands de subir toute insulte plutôt que de s'engager vers la guerre, car ils doivent en supporter tout le fardeau. Alors, vous voyez, ça c'est très intéressant parce que ce constat souligne les enjeux politiques de la dimension du crédit de la guerre. Parce que, en gros, ce que dit cet auteur, c'est que pourquoi l'État fait la guerre? Eh bien, l'État fait la guerre pour alimenter les intérêts de ceux qui lui prêtent de l'argent. Et donc, en gros, il y a cette accusation de considérer que l'État n'est pas seulement soumis à l'impôt, mais il se soumet
aux intérêts de ceux qui exercent une pression sur l'État pour le forcer à faire la guerre, parce que quand l'État fait la guerre, il est obligé de faire des crédits, et donc certains disent qu'il y a une action menée par ces financiers sur l'État. Alors, cette accusation, elle existe aussi en France. Certains, par exemple, vont accuser la maîtresse de Louis XV, Madame de Pompadour, de l'avoir forcé à faire la guerre pendant la guerre de 7 ans, pour justement, même accusation là, pour forcer l'État à faire des crédits qui vont alimenter parce que celui qui prête de l'argent au roi, il gagne de l'argent parce qu'il y a évidemment des intérêts. Hein. Donc, il y a un taux d'intérêt. Et donc, même Madame de Pompadour, elle a été accusée de forcer Louis XV à faire la guerre pour soutenir l'intérêt de certains banquiers qu'elle connaissait qui allaient tirer un grand profit des crédits de la guerre. Alors, par ailleurs, il y a quand même en Angleterre, en Grande-Bretagne, une autre dimension. Là, alors, donc, il y a eu en 1780 une insurrection qui a provoqué vraiment, là, vous le voyez, un incendie qu'on appelle l'incendie de Newgate. Alors, cette insurrection qu'on appelle les Gordon Riots, n'ont pas de rapport direct avec la guerre. Hein. C'était une dimension religieuse, hein, c'était à une époque où la monarchie britannique avait créé un régime de reconnaissance des catholiques. Bon, alors c'est ça qui a provoqué l'insurrection. Mais cette insurrection qui avait une cause première, qui était qui était la dimension religieuse, elle avait quand même des causes secondes. Qu'est-ce qui a provoqué l'engagement du peuple dans cette insurrection? Eh bien, c'est les conséquences financières de la guerre qui était menée à cette époque par la Grande-Bretagne, c'est la guerre d'indépendance américaine. C'est que comme il y avait la guerre d'indépendance américaine, l'État avait fait beaucoup de crédits. Et là, regardez, c'est ce que suggère cette caricature qui a été produite pendant les Gordon Riots, où donc ce que dit là cet insurgé, il dit « Down with the bank ». Il dit « à bas la banque ». Parce que justement, il y a une insurrection qui s'oppose au pouvoir de la banque. Et qu'est-ce qui alimente le pouvoir de la banque? C'est la guerre. C'est la guerre qui provoque des crédits. Donc, vous voyez, c'était la même accusation qui avait été faite en France contre Madame de Pompadour. Bon, alors, c'est une dimension qui est très importante parce que quand on dit que le régime politique britannique s'appuie sur l'impôt. Alors, John Brewer, il a raison de le dire. C'est vrai que le régime parlementaire s'appuie sur l'impôt, mais le régime parlementaire britannique n'est pas le seul régime politique. Parce que le régime parlementaire, ça ne s'appuie pas sur une démocratie universelle. Tout le monde n'a pas le droit de vote en Grande-Bretagne. Donc, il y a toute une partie donc, de la population qui n'a pas le droit de vote, qui s'engage dans une logique insurrectionnelle. Et d'ailleurs, beaucoup, notamment d'observateurs en France qui observent le système, notamment Voltaire l'a fait, qui analysent le système politique britannique, eh bien, ils disent que, alors, par exemple, Voltaire, il est très favorable au régime parlementaire, mais il y a aussi un constat que là, qu'est-ce qui caractérise la Grande-Bretagne? C'est que, en fait, ce n'est pas seulement le régime parlementaire qui l'a défini, c'est aussi le régime insurrectionnel. Parce que comme la catégorie populaire n'a pas le droit de vote, eh bien, sa façon
de participer à la politique, c'est faire des insurrections. C'est vrai qu'il y a une série très intense de ce qu'on appelle les riots, hein, c'est-à-dire les insurrections en Grande-Bretagne. Or, qu'est-ce qui alimente indirectement justement ces insurrections? Eh bien, c'est les conséquences financières de la guerre. Donc, vous le voyez, il y a un encadrement institutionnelle, une gestion politique, une gestion constitutionnelle de l'impôt, mais il y a aussi une dimension politique qui a une dimension insurrectionnelle du crédit et de la dimension financière de la guerre en Grande-Bretagne. Donc là, au-delà du cas français, alors on peut dire que vraiment le système français s'appuie très institutionnellement sur la combinaison du crédit et de l'impôt, mais même la Grande-Bretagne, elle s'appuie aussi sur la combinaison du crédit et l'impôt, mais pas sur le même mode politique qu'en France. Hein, c'est sur deux modes, mode insurrectionnel, mode parlementaire. Eh bien, toutes ces dimensions-là, la dimension institutionnelle, la dimension populaire, etc., eh bien, ça se retrouve aussi dans tous les États européens qui combinent ces deux dimensions de façon différente. Alors là, je vous donne un autre exemple de la dimension insurrectionnelle. Alors, l'impôt, le système fiscal pour soutenir la guerre, je l'avais dit la dernière fois, c'est l'impôt l'excise. Or, l'excise, c'est un impôt indirect, notamment qui se concentre beaucoup sur l'alcool. Et donc, vous voyez là cette gravure qui représente la Gin Lane, c'est-à-dire la rue de la Gin, c'est-à-dire, ça montre que l'alcool, la gin, joue un rôle, vous voyez, déterminant sur la société. Et donc là aussi, certains accusent la monarchie britannique d'avoir créé cet impôt qui a alimenté la volonté de produire beaucoup de produits alcooliques pour que la monarchie puisse en tirer beaucoup de revenus, eh bien, certains ont dit, en gros, eh bien, les nécessités de la guerre qui ont créé des nécessités fiscales ont alimenté, je dirais, l'alcoolisation de la société britannique. Alors, ça a provoqué après, comme la monarchie a été créée, a été accusée de contribuer à l'insertion de l'alcool dans la société, ensuite, l'alcool s'est concentré plutôt sur la bière, qui était jugée moins dangereuse et donc que le gin. Et donc là, vous le voyez, il y a la Beer Street qui montre une société plus calme. Bon, voilà. Donc, vous voyez, il y a les effets aussi sociaux, culturels. Donc, maintenant, nous allons aborder une autre dimension, c'est l'entreprise militaire. L'entreprise militaire, eh bien, c'est un autre régime économique de la guerre. Alors, il y a une première dimension. Alors, on a évoqué tout à l'heure la vénalité des offices. Maintenant, on va aborder la vénalité des offices militaires, qui est un système particulier. Alors, avant de commenter là, ce document, je vous explique. Alors, d'abord, le régime de vénalité des offices militaires. Alors, il est variable selon les différents pays européens, mais c'est un régime qui est très général. Hein. Alors, la vénalité, elle est gérée de façon différente par les États, mais par les États européens, mais bon, elle est un système général. Alors, en France, alors c'est un système compliqué, donc là quand même, je vous le résume. La vénalité des offices militaires, ça n'est pas la même chose que la vénalité des offices civils. La vénalité des offices civils, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la monarchie
qui vend les offices. Alors que la vénalité des offices militaires, c'est une vénalité privée. Par exemple, là, donc, premier principe, ça n'est pas le roi, ça n'est pas la monarchie qui vend les offices militaires. Quand la monarchie a entre les mains un office qu'elle veut attribuer à un officier, elle le fait gratuitement. Alors, mais après, quand l'officier devient donc détenteur d'un office, eh bien lui-même, il peut le vendre à un autre officier. Et donc, la vénalité des offices militaires, c'est une vénalité privée. Bon, par exemple, prenons un scénario. Imaginons un capitaine qui devient colonel. Eh bien, donc, il va devoir renoncer à son office de capitaine. Et donc, ou alors même, imaginons ce capitaine qui veut quitter l'armée, qui veut arrêter son service. Donc, même scénario, il le vendra avant de partir. Alors, il le vendra de façon privée à, à un autre, en général, hein, à éventuellement un lieutenant qui veut devenir capitaine, ou un capitaine d'un autre régiment qui considère que le régiment du capitaine est plus prestigieux, donc il peut lui-même acheter un office de capitaine dans un régiment plus prestigieux. Donc celui d'ailleurs qui va acheter cet office, lui-même, il vendra son office à un autre. Donc vous voyez, quand il y a un office qui est vendu, ça alimente un vrai marché, puisqu'il est acheté par un officier qui vendra son office, qui le vendra à un autre officier qui vendra son office, qui l'achètera et qui vendra aussi l'office qu'il détenait avant. Donc, alors, pourquoi un officier qui peut obtenir gratuitement de la part du roi un office, pourquoi est-ce qu'il en achète un? Eh bien, parce que si un officier attend d'obtenir gratuitement un office attribué par le roi, ça peut prendre beaucoup de temps. Alors que, en achetant un office, ça lui permet d'accélérer sa carrière. Voilà, donc le régime de vénalité s'appuie sur ce principe. Et maintenant, il y a une autre raison qui a été soulignée là par ce mémoire sur la vénalité des compagnies de cavalerie. Alors, ce mémoire, il avait été rédigé à la fin des années 70, 1770, et plus particulièrement, il n'est pas daté, mais c'est en gros probablement 1775-1776, à un moment où la monarchie avait voulu supprimer la vénalité, mais seulement la vénalité des offices de l'infanterie. Et donc, parce que dans la cavalerie, là, il n'y a pas eu de suppression de la vénalité, et voilà pourquoi. Deux causes ont concouru à les rendre vénales, c'est-à-dire les charges militaires. D'ailleurs, dans le domaine militaire, on ne dit pas les offices, on dit les charges. On dit plutôt la vénalité des charges militaires. Bon, là, il parle plus précisément des compagnies. Donc, alors, première cause, la justice qui se rencontrait à dédommager les premiers propriétaires des dépenses qu'ils avaient faites pour lever leurs troupes. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand un officier vend sa compagnie de cavalerie, eh bien, ça lui permet de récupérer, donc de tirer de sa compagnie un bénéfice, parce que, en fait, eh bien, il avait beaucoup dépensé d'argent pour entretenir sa compagnie. Alors ça, c'est le système que l'historien John Lynn, historien américain qui avait travaillé sur l'armée et les guerres pendant le règne de Louis XIV, eh bien,
c'est ce qu'il appelle le système semi-entrepreneurial. Donc, un capitaine, alors que ce soit dans l'infanterie ou dans la cavalerie, mais c'est plus intense dans la cavalerie, un capitaine, c'est celui qui doit gérer sa compagnie, et il doit gérer sa compagnie, par exemple, alors, les appointements qu'on verse à un officier. Alors donc, hein, on ne dit pas les salaires, hein, on dit les appointements. C'est l'argent que la monarchie, et on ne parle pas de gages non plus, c'est l'argent que la monarchie verse à l'officier. Donc, c'est ses revenus. Hein. Eh bien, lorsque la monarchie verse notamment à un capitaine de l'argent, eh bien, ça a une valeur de salaire, mais ça a aussi une valeur d'entreprise, parce qu'avec cet argent, l'officier doit entretenir sa compagnie. Par exemple, dans la cavalerie, eh bien, dans la cavalerie, c'est le capitaine qui doit acheter des chevaux. Et lorsque les chevaux meurent, il doit faire ce qu'on appelle la remonte. La remonte, c'est-à-dire racheter des nouveaux chevaux pour remplacer ceux qui ont disparu. Donc, vous voyez que le capitaine d'une compagnie de cavalerie, c'est un chef d'entreprise. Il doit gérer avec l'argent qu'il reçoit de l'État, il doit gérer sa compagnie. Mais il y a un phénomène qui est très important, c'est que l'argent que lui verse la monarchie n'est pas suffisant pour entretenir la compagnie. Alors, ça, c'est un calcul que j'ai réalisé quand j'ai étudié les officiers dans mon livre qui s'appelle L'impôt du sang. J'ai étudié ça sous le règne de Louis XIV. Et d'ailleurs, ça a confirmé un constat que Vauban avait fait, c'est que, en gros, en moyenne, un capitaine d'infanterie, ça lui coûte par an 500 livres. C'est-à-dire que 500 livres de son argent personnel. Donc, tout ça pour vous dire que être capitaine d'infanterie, ça coûte plus cher que ça ne rapporte de l'argent. Au contraire, un capitaine, il perd de l'argent, son argent personnel. Hein, ça lui coûte 500 livres par an. Eh bien, dans la cavalerie, c'est à peu près 1500 livres par an. Donc, vous voyez, c'est considérable. Un officier, être officier, ça n'est pas gagner de l'argent, c'est dépenser de l'argent. Et ça, c'est de l'argent, quand je vous dis, hein, parce que évidemment, l'entretien, le budget d'une compagnie d'infanterie ou de cavalerie, c'est bien plus que 500 ou 1500 livres. Hein. Là, c'est l'argent personnel du capitaine qui est engagé. Donc là, c'est le constat que fait ce mémoire. En gros, il dit, voilà, un officier, notamment un capitaine, ça lui coûte de l'argent d'entretenir sa compagnie. Donc, quand il se débarrasse de sa compagnie, il faut qu'il puisse quand même en tirer un bénéfice. Donc, c'est pour ça qu'on l'autorise à la vendre. Alors, maintenant, il y a une deuxième raison, la nécessité de laisser des fonds en nantissement entre les mains du roi pour lui répondre des sommes que Sa Majesté confiait à ses capitaines pour le rétablissement de leur compagnie. Ainsi, sous quelque aspect que l'on veuille considérer les fonds de cette taxe, ils ont originairement produit ou suppléé des opérations de finances utiles pour l'État. Alors, c'est quoi la deuxième c'est quoi ce que l'auteur de ce mémoire appelle laisser des fonds en nantissement entre les mains du roi pour lui répondre des sommes que Sa Majesté confiait à ses capitaines pour le rétablissement de leur compagnie. En fait, ça veut dire que, eh bien, c'est finalement aussi, ça alimente la valeur financière de l'officier. Parce que quand, par exemple, quand un officier, notamment, reprenons le cas,
un officier de cavalerie, quand il va acheter des chevaux, eh bien, pendant la guerre, imaginez un officier, quand il fait la guerre, il ne s'engage pas dans la guerre avec son argent dans sa poche. Hein. Bon, il ne peut pas avoir, bon, il a quand même des petites sommes d'argent liquide, mais pas, il n'a pas toute sa fortune quand même. Hein. Il ne peut pas envoyer engager avec lui dans la guerre toute sa fortune. Hein. Et euh, donc, quand un officier achète des choses, et surtout des chevaux, il est obligé de le faire à crédit. Or, quand le marchand de chevaux accorde un crédit à l'officier qui lui achète des chevaux, comment être sûr que cet officier remboursera le crédit? Eh bien, l'officier peut lui dire, et d'ailleurs c'est formulé dans le contrat, si je n'ai plus de revenus, si je n'ai plus d'argent pour vous rembourser, eh bien, je pourrais vendre mon office et avec l'argent que j'en tirerai de cette vente, eh bien, je pourrais rembourser mon crédit. Donc, la vénalité des offices, ça alimente la valeur financière, la capacité de crédit, et ça alimente tout simplement, il faut tenir compte de l'étymologie du mot crédit. Qu'est-ce que c'est que du crédit? C'est alimenter le crédit. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que faire un crédit? C'est laisser croire qu'on va rembourser. Eh bien, la vénalité, elle alimente le crédit parce que ça alimente la capacité de remboursement de l'office. Donc voilà pourquoi la monarchie maintient la vénalité, parce que ça soutient le système le système entrepreneurial. Un officier, c'est un véritable entrepreneur. Et là, comme le suggère la deuxième partie là, de ce constat, c'est que eh bien, la vénalité, ça permet finalement de concentrer sur l'officier le, le, la responsabilité du domaine financier, de la dimension financière de la guerre. Alors, la vénalité je vous le disais tout à l'heure, il n'y a pas que la France. Hein. Alors, par exemple, il y a un domaine que la vénalité des offices a revêtu en Grande-Bretagne qui est très intéressant. C'est que, bon alors, en 1715, le roi de Grande-Bretagne, Georges Ier, eh bien, exprime sa volonté de supprimer la vénalité. Parce que, bon, il explique, alors il le dit, et ça, en gros, tous les monarques dans toute l'Europe le disaient, l'armée, c'est le roi qui la maîtrise, et donc il faut pas, c'est l'expression de la souveraineté du roi, donc il ne faut pas que l'armée ce soit un phénomène strictement alimenté par l'intérêt financier, par le marché de la vénalité. Il ne faut pas considérer l'armée comme un marché économique. C'est la souveraineté du roi. Le roi doit donc pouvoir accorder les offices à ceux qui le méritent et ceux qu'il juge comme le méritant, alors que si la vénalité des offices s'installe, eh bien, si c'est un marché, qu'est-ce qui va alimenter la promotion des officiers? C'est uniquement la dimension financière. Donc ça, beaucoup trouvent ça choquant. Alors maintenant, même lorsqu'il y a des régimes de vénalité, quand même, et même c'est le cas en France, lorsqu'un officier vend son office à un autre officier, eh bien, malgré tout, c'est quand même la monarchie qui valide. Alors là, c'est très important. Hein. Parfois même, d'ailleurs, la monarchie refuse la vente d'un office par un officier à un autre en disant, par exemple, eh bien,
cet officier alors, celui qui vend l'office, donc il propose son successeur à la monarchie. Et donc là, la monarchie peut lui répondre, cet officier que vous nous proposez, eh bien, nous considérons qu'il n'a pas le mérite, qu'il n'a pas une bonne carrière, etc. Donc, quand même, c'est la monarchie qui continue à considérer qu'un office, c'est l'attribution, c'est l'application de la souveraineté du roi. C'est le roi qui applique, qui attribue l'office. Même, alors, toutefois, il y a quand même un système financier en parallèle. Mais ça n'est pas un système financier qui a une valeur absolue. Nulle part en Europe, la vénalité des offices, c'est un critère, c'est un marché absolu. Dans tous les cas, c'est toujours la monarchie qui attribue les offices. Alors, la monarchie, pas seulement la monarchie, puisqu'il y a quand même à cette époque une république, c'est les Provinces-Unies notamment, donc c'est l'État qui attribue l'office, mais après, il y a des modalités de combinaison de ce régime de souveraineté avec le marché, avec la vénalité. Alors, je reviens donc sur le cas de la Grande-Bretagne. En 1715, Georges Ier fait ce constat et dit que, bon, en gros, c'est pas bien que la monarchie se soumette au marché de l'office, mais en 1717, il revient sur ce constat et en fait, il dit, alors, il avait appliqué une suppression de la vénalité, mais là, en 1717, il autorise certains officiers quand même à vendre leurs offices. Alors, notamment les officiers qui vendent leur office parce qu'ils sont blessés ou ceux qui partent à la retraite. Et donc là, en gros, la monarchie explique que celui qui est blessé, celui qui part à la retraite, il a du mérite, donc on peut l'autoriser à vendre ses offices. C'est une sorte, donc, son office, c'est une sorte de récompense. Ce sont, bon, c'est ce qu'avait souligné aussi, là, le mémoire, c'est ce que vous avez sous les yeux. Bon, et en 1720, là, cette fois, la monarchie britannique va totalement autoriser la vénalité, enfin, va la reconstituer, puisqu'elle existait avant 1715. Mais là, ce qui est quand même très important, c'est que la vénalité des offices en Grande-Bretagne, elle prend une dimension encore plus importante qu'en France, parce que, par exemple, elle ne s'appuie pas sur un marché libre, elle s'appuie sur un marché qui est encadré par la monarchie. La monarchie élabore un tarif officiel, c'est-à-dire que c'est la monarchie qui définit la valeur de tous les offices selon les différentes armes, selon les différents grades. Et d'ailleurs, là, je vous le dis, le tarif qui a été instauré par la monarchie en 1720, il va durer jusqu'en 1870. Donc la vénalité des offices en Grande-Bretagne, elle va durer beaucoup plus longtemps qu'en France, alors qu'en France, alors, il va y avoir une première phase de suppression. Alors, pas une suppression totale en 1775. En 1775, la monarchie française ne supprime pas brutalement les offices parce que euh, supprimer les offices, ça veut donc dire qu'un officier qui a acheté un office, si la vénalité est supprimée, il ne pourra pas le revendre. Et donc là, il va perdre de l'argent. Et donc là, en fait, la monarchie crée un système de suppression progressive de la vénalité. À partir de 1775, quand un office est vendu, eh bien, il doit perdre 25% de sa valeur. Ça veut donc dire qu'au bout de 4 ventes, eh bien, il aura perdu 100% de sa valeur. Donc, à la fin, l'office deviendra gratuit. Mais ça ne s'est jamais vraiment installé parce que comme le suggère là
Vaudran de Port-Habert en 1777, la vénalité des emplois militaires que l'on s'était forcé d'arrêter n'empêche point qu'ils ne se glissent journellement dans les corps des sujets qui usurpent, au moyen de leur argent, les places d'officiers qui, dans un État tel que la France, ne devraient être données qu'à la noblesse. Donc lui, il dit, bon, il dit déjà que la vénalité, elle continue, alors que, bon, voilà. Et puis, par ailleurs, il dit que la vénalité des offices, ça alimente l'intégration de la bourgeoisie. Alors là, c'est un postulat, hein, c'est pas, on en reviendra, hein, on y reviendra sur ce sujet. Alors, euh, donc, la vénalité en Grande-Bretagne, elle est plus encadrée, elle est plus assumée qu'en France. Alors, il y a une raison qui alimente officiellement le prolongement de la vénalité des offices en Grande-Bretagne, c'est que le roi, alors Georges Ier, c'est ça qu'il va justifier en 1720, il va dire que si la vénalité eh bien, est maintenue, ça veut dire que désormais, enfin, ça veut dire que seul un individu qui possède de la fortune peut devenir officier. Or, on considère, alors, quels peuvent être les officiers qui ont les moyens de pouvoir s'acheter un office? Eh bien, c'est la noblesse ou la gentry, c'est-à-dire hein, ceux qui possèdent des revenus. Alors, c'est aussi, là, c'est aussi le postulat. Il dit que, Georges Ier dit qu'il y a, bon, est-ce que par exemple, un bourgeois qui s'investit dans une entreprise banquière, artisanale, industrielle, bon, bref, un bourgeois qui mène une action économique. Eh bien, est-ce que ce bourgeois qui mène une action économique, eh bien, est-ce qu'il va acheter un office? Eh bien non, parce que tout son argent lui servira à mener son action économique. Et puis d'ailleurs, il dit, par définition, les bourgeois, ils n'aiment pas faire la guerre, ils n'aiment que l'argent. Donc, ils ne vont pas dépenser de l'argent pour devenir officier de la guerre, parce que les bourgeois sont des bourgeois. Donc, il dit que la seule catégorie sociale du domaine britannique, c'est la catégorie sociale qui s'appuie sur un premier critère, c'est le critère quand même de la fortune, et le deuxième, qui est le critère culturel de l'idéal nobiliaire, c'est-à-dire la noblesse et la gentry, c'est-à-dire que, comme le dit Georges Ier, quels sont les individus qui s'engageront, qui seront d'accord pour engager de l'argent dans l'activité militaire, qui vont donc risquer leur vie pour faire la guerre et qui en plus vont menacer leur fortune, qui est capable de faire ça? Seulement un noble. Donc vous le voyez, hein, la vénalité, elle s'appuie quand même. Alors en Grande-Bretagne, on considère que la seule catégorie sociale capable de s'engager financièrement dans la guerre, c'est la noblesse et la gentry. Alors qu'en France, on dit que, attention, euh, la vénalité, ça peut alimenter l'intégration de la bourgeoisie. Bon, maintenant, parce qu'on ne postule pas hein, les mêmes a priori, les mêmes préjugés socio-culturels. Hein. Maintenant, donc, vous le voyez, quand même, le système de la guerre s'appuie sur l'engagement financier des officiers. Alors, nous allons voir maintenant, la prochaine fois, je vais faire une deuxième version, la suite de ce cours, hein, ça sera une deuxième heure hein, que je vais à nouveau mettre en ligne d'ici. Bon, je pense que je vais le faire demain. Et donc, comme ça, vous aurez eu hein, mes deux cours hein, en distanciel sur ce sujet de l'État éco-militaire. Donc, la prochaine fois, nous étudierons
la problématique, là, cette fois, alors là, la dimension entrepreneuriale au sens strict, c'est-à-dire les entrepreneurs financiers et industriels qui s'engagent dans la production de matériel militaire et notamment à travers ce que l'on appelle à cette époque les manufactures. Donc, nous verrons ça la prochaine fois. Et donc, là, j'arrête cette séquence. Au revoir.